Alors, vous le savez, depuis des années, l'association France Parkinson finance de nombreux projets de recherche. On va tout de suite en parler avec le docteur Marianne Amalric, neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS et présidente du comité scientifique de France Parkinson. Elle va vous faire justement une présentation tout à fait intéressante sur ces projets de recherche avec l'association France Parkinson. Alors, pour changer les diapos, si vous avez sur le pupitre, là, non? Ça? Oui, en appuyant sur la flèche verte. Bon, bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler des travaux du comité scientifique de l'association. Grâce aux donateurs, grâce aux legs de vous tous et de tous ceux qui soutiennent l'association, nous avons la possibilité de mener énormément de projets de recherche, que ce soit des projets cliniques ou des projets de recherche fondamentale. Alors comment marche ce comité? Tout d'abord, on va subventionner différents types d'actions. Principalement des bourses pour les jeunes chercheurs et les étudiants en fin de thèse, par exemple, et lorsqu'ils commencent leurs premières années de recherche après la thèse. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui soutiennent les jeunes au moment de leur thèse, et c'est un bien considérable parce que c'est pas très facile pour eux. On a aussi des subventions de recherche qui, elles, soutiennent des équipes et des laboratoires de recherche sur un projet bien déterminé que je vous décrirai après. Et un grand appel d'offres qui est là des gros projets cliniques qui regroupent différents centres, plusieurs équipes de recherche au niveau national et international aussi. Alors comment on décide de qui va être subventionné, parce qu'il y a une sélection très active. Le comité scientifique est composé d'une quinzaine de membres, répartis avec des neurologues, des cliniciens de renom, 60%, et des chercheurs fondamentaux. Alors on a essayé de représenter toutes les recherches qui se font en France, tous les centres, dans les grands centres majeurs du CNRS, de l'INSERM et hospitalo-universitaires, et également de contrebalancer les aspects cliniques et fondamentaux, les femmes, les hommes également, donc on est à peu près répartis. Et notre tâche est d'évaluer scientifiquement tous les projets qui sont soumis à ce comité, qui sont très importants. Et nous avons dans le comité un patient qui veille aussi à s'assurer que tout se passe correctement et que ça donne des retombées sur l'association, bien sûr. Alors voilà un petit peu, vous avez eu un panneau en haut dans la partie recherche de l'exposition, tous les membres de ce comité scientifique qui se réunit 2 fois par an pour évaluer les dossiers. Alors, en ce qui concerne les fonds, depuis 17 ans, on a, grâce à l'association, pu bénéficier de plus de 6 millions d'euros. Au début, à la création, comme vous le disait le professeur Agid, puisqu'il est à l'origine de la création de l'association, les financements étaient peu importants. Et puis vous voyez, en 2007, ça monte énormément, parce que l'association a décidé à ce moment-là de vraiment insister sur la recherche clinique et de faire en sorte que le grand appel d'offres qui a été créé en 2007 servent à faire des recherches sur les patients directement. Donc, ce qui explique cette augmentation. Et puis, les trous en 2011 et en 2016. Alors, en 2011, les projets n'ont pas paru suffisamment intéressants au comité pour être subventionnés. Donc, on a donné l'argent pour l'année d'après pour renforcer les autres projets. Et puis, en 2016, alors là, il y a eu une petite baisse en 2014 et 2015 des fonds donnés par les legs ou les donateurs. Et donc, on a décidé qu'il fallait attendre une année sur 2 pour donner plus d'argent sur les grands appels d'offres.
Alors voilà comment on se répartissent à peu près. On essaye de répartir de manière à peu près égale les 3 subventions aux bourses parce qu'on pense que pour les jeunes chercheurs, c'est très important de pouvoir mener la recherche. C'est les forces dynamiques, c'est les forces de la recherche de demain. Donc c'est important de pouvoir les soutenir. Les subventions, 35% aussi, c'est à peu près égal entre les subventions de recherche qui sont de moindres moyens financiers, mais qui aident beaucoup les chercheurs à pouvoir travailler et appliquer à d'autres appels d'offres. J'y reviendrai. Et donc, depuis 2008 à 2016, on voit à peu près la proportion, de sujets de bourses et de subventions qui ont été sélectionnés, 37% par rapport à la somme totale allouée. Donc c'est très compétitif. Le travail du comité est vraiment très, très important, très sérieux. Et donc c'est pas facile, ça ne veut pas dire que les projets ne soient pas bons, les autres, mais on privilégie l'excellence. Avec le grand appel d'offres, c'est encore plus important parce qu'on ne sélectionne qu'un, voire 2 projets par an, mais celui-ci sera subventionné de l'ordre de 200 à 400 400 000 euros. Donc c'est des sommes importantes. Enfin, la répartition, alors ce diagramme est un petit peu simplifié. On a l'impression que la recherche préclinique est plus importante que pour la recherche clinique. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est qu'au niveau des subventions, on a plus de projets de recherche fondamentale parce que les sommes sont moins importantes et qu'on a privilégié les grands appels d'offres. Mais si on regarde les recherches cliniques et le grand appel d'offres cumulé, on a à peu près plus de 50%, 50 à 60% de l'argent dédié à la recherche qui va à la recherche clinique. Ceci dit, la recherche fondamentale est prépondérante et sert, même si vous n'avez pas l'impression que les retombées vont être immédiates, c'est fondamental de pouvoir comprendre les mécanismes de l'avancée des connaissances pour, au plus long terme, avoir des retombées cliniques chez les patients. Enfin, justement, à ce propos, on a établi ici les différents projets en fonction des recherches qui sont concernées. Donc, vous voyez que le plus important, c'est les causes de la recherche. On en parlait tout à l'heure avec le professeur Agid. On ne sait toujours pas l'origine de la pathologie, malheureusement, mais il y a énormément de travaux qui sont dévolus à ça. La découverte de la propagation de l'alpha-synucléine, qui est cette protéine maladaptive dans la pathologie qui forme des amas, est un fonds de recherche à l'heure actuellement extrêmement intense et qui va sûrement amener à des retombées, des vaccins, éventuellement de l'immunothérapie pour essayer de bloquer ces formules agrégées d'alpha-synucléine. Enfin, je vais terminer en disant qu'il y a beaucoup de recherches sur les biomarqueurs, puisqu'effectivement, il n'y en a pas assez, malheureusement, puisque c'est ce qu'on cherche. On cherche à savoir de détecter de manière très précoce quand la maladie est installée et pas quand il n'y reste plus beaucoup de neurones à dopamine. C'est important pour la neuroprotection. Vous voyez, il y a 7% des travaux, parce qu'on n'a toujours pas les moyens de comprendre quand la maladie s'installe. Enfin, une partie qui est très importante, c'est la cognition des troubles non moteurs, aussi 22% ici. On en parlait ce matin. C'est tout ce qui concerne la dépression, l'anxiété, tous ces symptômes qui commencent maintenant à être de plus en plus étudiés. Donc au niveau fondamental aussi, on essaye de trouver pourquoi il y a ces aspects-là et comment on peut y remédier dans les modèles animaux ou chez les patients. Et enfin, les troubles moteurs, c'est tout ce qui est associé au traitement à long terme de la L-Dopa, les dyskinésies. Comment est-ce qu'on peut trouver des médicaments pour essayer de diminuer les dyskinésies, pour ne pas avoir ce déséquilibre entre un mieux au niveau moteur, mais un effet à long terme aussi invalidant.
voilà ce que je voulais un peu résumer sur les travaux du comité. Oui, peut-être deux questions. Première question, tout à l'heure, c'est vrai qu'Étienne Hirsch nous disait que les fonds de la recherche publique ne sont pas très élevés. C'est donc particulièrement important qu'il y ait ces fonds privés qui sont apportés par l'Association France Parkinson, qui viennent compléter le budget de la recherche publique. Oui, c'est extrêmement important et je rejoins tout à fait l'analyse d'Étienne Hirsch. C'est fondamental. Alors, par exemple, il y a eu un projet qui a été subventionné par l'association France Parkinson, et vous avez sûrement lu ça dans les Échos. C'est le projet qui veut supprimer le taux de fer très important avec un chélateur du fer. Au moment où cette étude est venue au comité scientifique, tout le comité a dit il faut subventionner ça. Donc la petite étude qui a commencé à l'époque a été rendue possible grâce à cette subvention. Et après quelques années, des fonds européens ont été élevés, et donc ça sert de levier, si vous voulez. On ne peut pas, avec les moyens, en tout cas pour les subventions, avoir la possibilité de faire une recherche totale, mais ça sert de levier pour dire, bon voilà, il y a un comité d'experts national, et aussi il y a 2 étrangers, j'ai oublié de dire ça, de scientifiques experts qui font partie du comité. Donc ça a été expertisé. Maintenant, on fait une demande à l'Europe, puisque l'Europe a un peu plus d'argent que nos politiques. C'est vrai qu'il y a des choix politiques extrêmement important, et j'espère que les choses vont changer, mais dans les discours politiques qu'on entend à l'heure actuelle, personne ne parle de la recherche et de Justement, l'ancien programme de recherche aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant, ou c'est pareil, ça a toujours été compliqué? On va dire que c'est plus compliqué, c'est très compétitif. Alors là, vous avez vu, les taux de réussite, c'est à peu près 30%. Quand on va faire une demande à nos organismes, à l'Agence nationale de la recherche, on est plus de l'ordre de 10% de succès. Donc, et au niveau européen, quelquefois même encore moins. Donc, on passe beaucoup de temps à ça, et on n'a pas assez d'argent pour travailler, malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est des associations comme ça, quand on est concerné par la maladie, que ce soit au niveau recherche ou même au niveau humain, c'est très important. Alors on va maintenant découvrir en images le témoignage de jeunes boursiers et de chercheurs qui sont soutenus cette année pour leur recherche par l'Association France Parkinson. Vous en avez la liste là. Tiens, avant que vous partiez, prenez le micro parce que vous m'avez interdit de dire quelque chose, donc c'est vous qui allez le dire. Je vais donner deux sommes avant que vous le disiez. En 2016, l'association a apporté 410 000 € pour financer ses recherches, et l'enveloppe prévue pour 2017 s'élève à 1 million d'euros. Alors je disais, on va entendre des jeunes boursiers et des chercheurs. Allez-y. Ouais, si, ça marche. Ça marche. Non, je voulais dire que... Attendez, on ne lance pas tout de suite la vidéo. Juste un mot de Marianne avant. Non, je voulais dire que maintenant, les forces vives, c'est vraiment les jeunes chercheurs, et vous verrez sur les vidéos, ils sont excellents dans leur manière de présenter par rapport même à notre époque, où on a un peu plus de mal à s'exprimer. Donc, grosso modo, on se vend mieux aujourd'hui quand on est jeune que la vieille école. Bon, vérification, c'est vous qui le dites, vérification en images. Bonjour, je m'appelle Noémie Cresto. Grâce à l'association France Parkinson, j'ai pu prolonger ma thèse pour une durée de 6 mois afin de finaliser mon projet qui porte sur l'étude de 2 protéines qui jouent un rôle majeur dans la maladie de Parkinson, qui sont l'alpha-synucléine et l'ARC2. J'ai effectué ma thèse au CEA de Fontenay-aux-Roses dans le laboratoire des maladies neurodégénératives. Ce laboratoire a pour vocation de servir de passerelle entre la recherche fondamentale et la recherche préclinique, et plus particulièrement dans la maladie d'Alzheimer, Huntington et Parkinson. Merci, France Parkinson. Bonjour, mon nom est Harold Kremer, je suis directeur de recherche au CNRS et chef de l'équipe contrôle moléculaire de la neurogénèse à l'IBDM à Marseille. Notre recherche vise à comprendre et utiliser une population de neurones dopaminergiques du cerveau antérieur des mammifères dans un contexte de thérapie cellulaire pour développer dans un futur de nouvelles stratégies de thérapie pour la maladie de Parkinson. Notre recherche est en partie financée par l'association France Parkinson et je dis merci pour cette aide considérable. Merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Jaime Fuentealba, je viens du Chili et je travaille dans l'équipe du Dr Stéphane Huneau à l'Institut du cerveau de la moelle épinière. Mon projet de recherche s'intéresse à étudier le rôle que joue dans la maladie de Parkinson un type cellulaire très particulier nommé macrophage périvasculaire qui borde les vaisseaux sanguins. Nos travaux de recherche ont révélé une augmentation importante du nombre de ces cellules immunitaires et récemment, en utilisant un modèle de la maladie chez la souris, on a observé que l'élimination de ces cellules entraîne une aggravation de la pathologie. Cela suggère qu'elles jouent un rôle protecteur selon un mécanisme qu'on essaie d'identifier actuellement. Ces nouvelles découvertes et celles à venir pourraient offrir des nouvelles pistes thérapeutiques visant à stimuler ces cellules immunitaires particulières. Je me présente Emmanuelle Bello, je suis actuellement en 4e année de thèse au Grenoble Institut des neurosciences, notamment grâce au soutien apporté par la Fondation France Parkinson, que je souhaiterais remercier. Donc dans cette étude, on s'intéresse au fonctionnement d'une petite structure sous-corticale visuelle appelée le colliculus supérieur, puisque nous savons actuellement que des symptômes non moteurs et notamment visuels pourraient apparaître bien avant les troubles moteurs, ce qui leur donne ainsi un caractère prédictif possible de la maladie. Nous avons déjà démontré que le colliculus supérieur de rat parkinsonien fonctionne anormalement, et nous voulons à présent vérifier si ce dysfonctionnement est également retrouvé chez le patient, notamment au stade débutant de la maladie. Pour cela, nous utilisons l'IRM fonctionnel qui nous permet d'enregistrer et de mesurer l'activité de notre colliculus supérieur en réponse à des stimulations visuelles, puisque le but ultime de ce projet est d'évaluer la capacité à diagnostiquer plus précocement la maladie de Parkinson en examinant la valeur prédictive possible du fonctionnement du colliculus supérieur. Bonjour, je suis Andrés Barani et je travaille dans le laboratoire de neurophysiologie des circuits cérébraux de l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. Notre objectif est de comprendre la fonction de la communication réciproque entre les cervelets, les ganglions de la base et les cortex pendant le comportement d'apprentissage moteur. Dans des conditions normales, aussi sur un modèle de la maladie de Parkinson. À cet effet, nous combinons une variété de techniques, y compris la optogénétique, la pharmacogénétique et l'électrophie in vivo chez la souris. Bonjour, je suis Irène Alasso, je suis chargée de recherche. Je travaille à l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier. Je tiens à remercier l'association France Parkinson et ses donateurs qui nous permettent de développer notre projet que je vais vous exposer très brièvement. Notre équipe s'intéresse aux mécanismes moléculaires conduisant à la mort neuronale dans la maladie de Parkinson. Nos travaux ont permis d'établir qu'une dérégulation de l'activité de 3 protéines pourrait être responsable de l'accumulation anormale de l'alpha-synucléine dans un certain type de neurones, les neurones dopaminergiques de la substance noire. Or, l'accumulation anormale de cette protéine semble être à l'origine de la dégénérescence des neurones entraînant la maladie de Parkinson. Notre projet a pour but, tout d'abord, de vérifier que c'est bien une dérégulation de l'activité de ces 3 protéines qui est responsable de la maladie. D'autre part, nous souhaitons tester s'il est possible d'agir sur ces 3 protéines de façon à diminuer la quantité d'alpha-synucléine pour empêcher la disparition des neurones et endiguer la maladie. Voilà donc des exemples. 2016, l'association qui a apporté 410 000 € pour financer ses recherches et 2017 avec 1 million d'euros. On peut les applaudir, nos chercheurs, parce que c'est eux qui travaillent pour le futur.